Touche pas à moi. Merci à vous, car Touche pas à mon poste, c'était encore le premier talk de France la semaine dernière, tout talk confondu d'ailleurs, vous pouvez tout talk confondu, donc merci à vous. Et on doit bien sûr une fière chandelle aux chroniqueurs qui sont grassement payés, mais qui le méritent, puisqu'on va revenir sur leur salaire, puisqu'on a Jean-Marc Sylvestre avec nous, voilà, dont tout le monde a parlé la semaine dernière, parce qu'il était chez Jordan Deluxe. Jordan Deluxe, c'est génial, parce que tu es en face de Jordan, tu es très content de le voir. Et en fait, tu te retrouves toujours dans la sauce le lendemain. Non, mais sans déconner, c'est la sauce de luxe. Tu es toujours dans la sauce. Tu vas chez Jordan de luxe, tu peux être sûr que le lendemain, tu es dans la sauce. Je l'adore en plus, c'est vraiment c'est super. Il est tellement gentil qu'on a envie de tout lui dire. C'est vrai, hein, c'est fou. Hein, tu vois. Vous regrettez d'avoir dit ça? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, Jean-Marc. Jean-Marc, vous regrettez d'avoir dit ça? Non. Non, je ne regrette pas. Il faut assumer. J'assume totalement. C'est bien. Non. Ce que je regrette, c'est peut-être d'avoir choqué des gens et puis quelques personnes. Ça m'embête. Mais je voudrais pouvoir avoir le temps de leur expliquer ce que j'ai essayé de faire. Mais vous avez dit que c'était pour avoir d'autres projets, donc il n'y a rien de répréhensible. Vous ne dites pas, j'arrive pas à payer mes factures. Qui ici gagne plus que Jean-Marc Sylvestre? 9 000 euros. Non, mais là, c'est la retraite. On n'est pas non, même comme ça, bah oui, mais j'ai le droit de poser cette question. C'est pas de m'embrouiller. Qui ici gagne plus que 9 000 euros bruts? En salaire? Oui. 9 000 euros bruts. Ça, la question, elle est très bonne. Bernard, Oui. Gilles. Les mois où on fait toutes les émissions, oui. Ouais, donc ces mois-là, oui. Donc pratiquement. Oui, je vous le dis. Alors attention, Gilles, parce que vous devez enlever juillet-août. Vous n'êtes pas payé du tout. Ah oui, c'est Il faut vrai. faire la moyenne, il faut lisser. Et juin, et les vacances Même juin, attention. et même décembre. Vous me faites chier, là. Et même une partie de décembre. Non, mais c'est vrai, donc lisse, mon Gilou, attention. Tu vois, je suis pas sûr. Tu lisses vraiment. Presque 3 mois. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais c'est dire? vrai. Non, je voulais rien dire. Mais moi, j'ai rien contre Jean-Marc, en plus. Contre Sylvestre? Non, écoutez, avant, je vous ai croisé parfois et tout ça. C'est juste le côté, voilà. Et là, vous êtes beaucoup plus, je trouve, modeste. Et là, je vous avais trouvé un peu arrogant, ce qui ne vous ressemblait pas par rapport à ce que je sais de vous. Voilà. Allez, pas comme ça. Regardez l'émission en entier, je n'étais pas arrogant avec les Jordan. C'est pas le problème de l'argent. On est très content que vous soyez là. En tout cas. Jean-Marc, est-ce que vous voulez bien vous restez un petit peu avec nous? Oui. On va parler de parce que pour la première fois, Emmanuel Macron a réagi aux rumeurs sur Brigitte Macron. A-t-il raison d'en parler? C'est vrai que c'était un des sujets les plus commentés. Emmanuel Macron qui a réagi pour la première fois aux rumeurs concernant sa femme, selon lesquelles elle serait en réalité un homme qui s'appellerait Jean-Michel Trogneux. Cela fait plusieurs années qu'elle est la cible de ce genre de rumeurs. Et moi, je vous dis la vérité, c'est vrai que moi, ça m'a fait de la peine pour Brigitte. Parce que, je vous dis la vérité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président, qu'on soit d'accord avec sa politique ou pas, Brigitte Macron, déjà, elle n'a jamais rien fait à personne, sans rigoler. Elle est hyper sympa, je vous le dis, je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois. Elle est vraiment hyper sympa. Elle a l'écoute de tout le monde. Alors, vous disiez qu'Aya Nakamura, bien sûr que c'est compliqué d'être Aya Nakamura, mais c'est très compliqué d'être Brigitte Macron aussi. Et Brigitte Macron, quand vous voyez des gens, et même devant votre mari, qui disent que vous vous appelez Jean-Michel Trogneux et que vous êtes un homme, franchement, je suis désolé, moi, je me mets à sa place. Vraiment. Et je me mets à la place du président. Franchement, je n'aime pas du tout ça. Et franchement, et les gens, je vous dis, Brigitte, elle a parlé en combien de temps, Brigitte Macron, en 7 ans. Elle a parlé combien de fois? Comment est-ce qu'on l'a entendu l'ouvrir, Brigitte Macron, ou la raconter, ou donner son avis sur quelque chose vraiment, ou vraiment jamais. Elle est restée tout le temps à sa place. Le seul moment où elle sort, c'est pour les pièges jaunes, parce que c'est son truc le plus important. Elle sort aussi quand il y a de grosses affaires sur les femmes et sur les violences conjugales. On l'a jamais entendu sur rien. Elle n'a jamais fait chier personne. Non mais c'est vrai. Elle n'a jamais fait chier personne. Elle n'a jamais fait un tweet. Elle n'a jamais outrepassé ses droits. On n'a jamais entendu une histoire où Brigitte Macron a fait ça, où Brigitte Macron se la raconte là, où Brigitte Macron. Vous vous rendez compte, en 7 ans, on n'a jamais rien entendu. Non mais c'est vrai. Et moi je vous dis, quand sur les réseaux, c'est vrai qu'on voit ça et que ça remonte, quand ça lui remonte, franchement, je peux vous dire que on en rigole, mais ça ne doit pas être facile. On va regarder ce qu'a dit le président. Regardez. Le pire des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que oui, enfin, j'en dirai pas plus. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne. Alors. Ouais, c'est quand même dingue. Oui.
Vous pensez qu'il a bien fait d'en parler, Kelly? Moi, je pense qu'il a bien fait d'en parler parce que justement, je leur reproche souvent de ne pas être très humain et de tout calculer et d'être un peu hypocrite. Bah, là, pour le coup, j'ose espérer que c'est réel et qu'il est honnête et touché pour de vrai. À partir du moment où on défend sa femme, si elle est blessée, bah, là, oui, je suis complètement pour si elle, ça la blesse. Après, on prendra j'ai envie d'y croire pour une fois. On prendra l'avis de Bernard, enfin, puisqu'on sait qu'il la connaît bien. Voilà, mais franchement, je vous dis la vérité, il a dit un truc, le président. Il a dit des rumeurs comme ça, on finit par y croire. Et je vous jure que c'est vrai. Moi, parfois, on me dit des trucs, même sur moi, des trucs n'importe quoi. Et c'est vrai que tellement tu l'as vu, après, ça devient dans l'inconscient collectif. Tu te dis, ce truc-là est vrai. Et ça, c'est insupportable. Gilles, vous dites non, pourquoi? Non, parce que, pour moi, il est parfaitement sincère. Il est blessé, la famille est touchée. Donc, je ne remets rien en cause pour répondre à Kelly. Mais je trouve qu'en parler, c'est alimenter de nouveau. C'est remettre une pièce. Il n'a pas besoin d'en mettre une pièce. Si ça fait du bien à sa femme, c'est le principal. Ah oui, mais j'entends. Ils ont le droit d'être égoïstes sur ce sujet, pour le coup. Mais ça donne du pas qu'ils n'ont pas le droit. Je dis que pour moi, politiquement, c'est mal joué parce que ça va ne faire que réenclencher une nouvelle salve. Donc alors, je pense qu'il faut attaquer en justice. Il faut attaquer en justice. C'est ce qu'ils ont fait, mais pas en parler. Jean-Marc? Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y a des enquêtes derrière qui sont faites. Ouais. Parce qu'il y a des officines en France, il y a des officines en Europe, il y a des officines aux États-Unis. Sont-elles téléguidées par la Russie ou par d'autres pays? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que tout ça participe d'une manœuvre globale de déstabilisation des Occidents et des démocraties libérales dans lesquelles nous vivons. C'est important. Et c'est ça, c'est important. Bien sûr. Vous pensez que ça, c'est une ultime... Oui, c'est une ultime. J'espère que c'est la dernière, mais il y en aura peut-être d'autres. C'est ça. Vous pensez que ça fait partie d'une campagne de déstabilisation? Oui, parce que plus on va approcher des élections, plus on va en avoir. Bien sûr. Ouais, moi, je trouve ça vraiment pas correct déjà de la part du journaliste de lui poser la question. Je trouve que c'est. On peut poser des questions qui fâchent, mais relayer des rumeurs, parce que vous l'avez dit, c'est sur les réseaux sociaux. Nous, on pose cette question, c'est la dernière. Et voilà, c'est ça. J'allais vous dire, sincèrement, est-ce que vous lui auriez posé? Franchement, c'est quand même des rumeurs, des réseaux sociaux. Alors oui, il y a plein de gens qui l'ont entendu, mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui ne l'avaient pas entendu. Et en s'exprimant publiquement là-dessus, il y a plein de gens qui vont découvrir cette rumeur et qui vont se dire oui, c'est vrai. Un journaliste de TF1 qui le relance, il répond à la question. C'est parce que le président décide d'en parler. Non, mais il répond assez subtilement, Emmanuel Macron, et le journaliste remet une couche. Vous parlez des rumeurs qui disent que votre femme est un homme. Non, je suis désolé, c'est le président de la République. Ne relaie pas les trucs des bas-fonds des réseaux sociaux. Je peux pas dire ça. On dirait un truc. Je suis d'accord sur le fait que la question n'est pas très bien posée. Mais attends, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que le problème, c'est que c'était un bruit sourd il y a quelque temps. Ils pouvaient faire en sorte de ne pas en parler pour pas donner de crédit. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, à l'époque des réseaux sociaux, c'est devenu un bruit tellement important avec une partie des gens à qui tu en parles et qui te disent mais je t'assure, etc. Même quand tu leur prouves que tout est bidon. Et les gens continuent de croire. Et on est dans ce monde-là aujourd'hui. Mais je pense que c'est un président qui doit aussi combattre les régimes. Mais dès l'arrivée d'Emmanuel Macron dans la course à la présidentielle, lors du premier mandat, il a été l'objet de fake news. Bien sûr. Et dont on sait à peu près l'origine. C'est vrai, mais c'est ça. Alors, Bernard, toi qui connais bien Brigitte Macron, est-ce qu'elle t'en a déjà parlé de ça? Oui, bien sûr. Ah, vraiment? Elle t'a dit quoi? Oui, bien sûr. Alors, je suis sûr qu'au début, elle en rigolait et qu'après, ça commençait à moins la faire rire. Non, c'était tellement invraisemblable que c'est sur le coup, ça date quand même de 2021, c'est vieux l'histoire. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, t'en as plein le cul quand on te raconte ces conneries. Et qu'à un moment, il fallait qu'il réagisse, même le président, on lui pose carrément la question, pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient de tomber la notification comme quoi, par rapport à ces deux femmes sur YouTube, qu'il avait deux débiles qui ont dit, lancé qu'il était... qui serait à l'origine des rumeurs. Qu'elle s'appellerait Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux est un homme qui existe, c'est son frère, et il existe, c'est pas... Enfin, c'est vraiment tellement dingue. C'est la famille, elle a été blessée par rapport à sa famille, surtout. Très touchée par rapport à sa famille. Ces rumeurs idiotes. Les enfants, les filles ont été les premières à réagir. Mais qu'est-ce que c'est? Elle se dit... Spontanément, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, évidemment, c'est pas sympa, mais au début, tellement de conneries. Elle n'y est pas sur les réseaux sociaux, donc elle n'y est pas du tout. Elle n'y va jamais, et heureusement. Elle a bien raison. Et heureusement. Mais si vous voulez, au début, c'était rien. Même moi, je lui dis, tu sais, les réseaux sociaux, ça va parfois trop loin. Et là, même moi, on me dit, bon Bernard, moi, tu peux me dire. Non. Alors, je veux dire, alors ceux qui ne veulent pas croire, de toute façon, ne croiront jamais. À vous, on vous dit, Bernard, tu peux me le dire. À moi, tu peux me le dire. Non, mais arrête. Mais vous répondez quoi, ça? Ah ben là, ça m'énerve, franchement. Là, j'ai dit, alors t'es vraiment un gros con. Non, mais c'est ça. Non, franchement. À moi, tu peux me le dire. C'est tellement débile. Non, mais c'est tellement invraisemblable. C'est vous qui lui en avez parlé à Brigitte ou c'est elle qui vous en a parlé? Sincèrement, la première fois, c'est moi. C'est vrai? Ah, c'est vrai que vous lui avez dit quoi? Parce que c'est compliqué. Elle est tombée des nues, elle me dit...
Tu lui as dit quoi? T'as vu cette connerie sur les réseaux? Ouais, j'ai dit, tu as vu cette connerie quand même sur les réseaux? Quoi? Elle le savait T'es pas. un homme. Et bon. Mais alors vraiment, ça oui. Voilà. Et elle a senti à un moment que ça prenait de l'ampleur? Non, mais par la suite, forcément, surtout quand Tiffaine, enfin les filles, Laurence s'en sont mêlées, alors là, très, très en colère, et elle-même, parce que ça touchait sa famille. Elle, dès qu'on touche sa famille, c'est terrible. En plus, il y a eu des histoires compliquées dans la famille. Il y a un frère qui est parti. Voilà, il y a des choses difficiles dans leur famille, je veux dire, comme chaque famille. Hein. Il y a des décès, il y a des choses violentes qui se passent, etc. Monsieur Jean-Michel Trogneux, il existe, c'est son frère. D'ailleurs, il s'est porté partie civile lui aussi dans cette affaire avec les enfants, hein, avec les 3 enfants. C'est parti d'où cette histoire? C'est 2 idiotes sur YouTube, une qui se prétendait médium et une autre journaliste, on ne sait pas où. Alors en fait, ça viendrait de l'extrême droite, très lointaine, genre très dur, une droite très genre Rivarol, quoi. Ouais. Ça s'appelle fait document, ça vient de là, les filles manipulées. Gilles, est-ce que tu sais d'où ça vient? Ah oui, on regardait avec Bernard, on a enquêté au-dessus. C'est fait et document, qui est une sorte d'officine médiatique qui serait alimentée, j'emploie le conditionnel quand même, qui serait alimenté par des anciens du GUD, qui était un mouvement étudiant d'extrême droite, qui alimenterait ça et qui aurait attisé ces jeunes femmes un peu crédules pour que parte la rumeur et pour que ça s'embrase. Alimentée, on dit aussi qu'elle serait, au conditionnel encore une fois, alimentée par des officines russes aussi, qui ont tout intérêt à déstabiliser le pays. Alors c'est ce que nous disait Jean-Marc. Est-ce que c'est possible que ce soit les Russes qui lancent des fausses rumeurs comme ça? Ce qui est très connu et ce qui est quasiment officiel, c'est que les Russes ont une usine à Troll, dont s'occupait Wagner d'ailleurs, avant qu'il soit descendu, et dont la vocation était justement de monter des opérations de déstabilisation, à la fois des opérations très graves qui sont liées à la cybersécurité. N'oubliez pas qu'on a battu cette année le record des accidents de cybersécurité. Les aéroports, les hôpitaux, les grandes entreprises qui ont été bloquées de façon informatique, bloquées. Alors on ne sait pas toujours, parce que ceux qui sont bloqués ne le disent pas pour ne pas effrayer la population. Ils essaient de régler le problème, mais c'est quand même une des inquiétudes majeures aujourd'hui. Et parallèlement à ça, il y a un risque de réputation sur les personnalités du gouvernement ou sur les personnalités qui veulent se présenter aux élections. C'est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, ça pullule d'affaires comme ça, et c'est aussi le cas dans toutes les démocraties européennes. Ça vient souvent des Russes, en fait. Vraisemblablement. Les punaises, c'est les Russes qui ont fait en sorte que ça... On remonte aux Russes à chaque fois. Vraisemblablement. Les punaises de lit, c'est les Russes. Vraisemblablement, parce qu'il faut d'abord beaucoup d'argent, parce qu'ils sont des algorithmes et des logiciels qui sont très chers à monter, développer. Et puis... C'est quoi l'histoire des punaises, Géraldine, qu'ils ont fait? En fait, c'est les cybercriminels, en fait, c'est les Russes qui ont fait en sorte que la nouvelle remonte beaucoup dans les algorithmes de... Parce qu'il y en a toujours eu des toiles bleues des Moldaves aussi. Avant les JO. Ça fonctionne par des usines à trolls, des fermes à trolls qui amplifient... Des tweets qui sont déjà... voilà. Ça a eu lieu pendant les élections françaises, mais également pendant l'élection de 2016 de Donald Trump, où on sait que les Russes étaient également à la manœuvre, avec le même procédé. On amplifie et on fait grossir... C'est pour ça que sur Internet, il y a 100 fois les mêmes tweets. Et là, actuellement, vous avez des alertes très fortes à propos des Jeux Olympiques. Exactement, c'est quoi? Sur les Jeux Olympiques, vous avez des risques à la fois de terrorisme, d'attentats, mais aussi de déstabilisation des réseaux informatiques. Le ministère de l'Intérieur a bâti une cellule spéciale, très nombreuse. Je pense que Darmanin, s'il n'en a pas parlé, il va en parler. Mais ils sont très, très à cheval là-dessus. Il en a déjà parlé. Il en a parlé. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu des perturbations dans certains ministères, ministère du Travail. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine. Mais souvenez-vous que les Jeux Olympiques ont toujours été une cible pour le terrorisme et pour la déstabilisation. Enfin, on ne va pas rappeler Munich. Bien sûr. Il y a des attaques informatiques, notamment aujourd'hui. Exactement. Dans plusieurs ministères. Absolument. Plusieurs ministères aujourd'hui, il y a eu des attaques informatiques. Et je dois dire que Mme Obama a également été victime de la même chose, de la même histoire. Ah oui. C'était un homme, Et la vice-première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern aussi, on a dit que c'était... Bon, c'est comme ça, on essaie d'attaquer les gens anti-système qui font ça en général. Sur le fait que Barack Obama n'était pas américain et n'était pas né aux États-Unis, pareil, ça avait fait l'objet d'une rumeur et il avait dû à un moment donné se justifier, le prouver avec la carte d'identité. Ouais, exactement. L'objectif, c'est de saper la confiance dans les démocraties. C'est de créer des ordres et de faire en sorte que tout le monde se méfie de tout le monde, de façon à intervenir ensuite de façon autoritaire. C'est ça leur objectif. Alors, il y a plein de gens qui disent que c'est pas du tout, ça vient pas d'extrême droite, etc. Ça viendrait plutôt
d'une influenceuse qui a lancé ça et qui après derrière ça a pris une ampleur incroyable. Voilà, c'est la théorie des gens, hein, c'est pas du tout ce que vous avez dit apparemment. Gilles et Bernard, en tout cas, voilà, il y a deux. De toute façon, les chemins de la rumeur. En tout cas, elles sont attaquées en justice, hein, ces deux femmes. D'accord. Et les chemins de la rumeur sont extrêmement difficiles à cibler. Alors peut-être que la reprise l'influenceuse, elle a pris cette info. On ne sait jamais exactement qui est la poule et qui est l'œuf. Le principe même de la rumeur, parce que c'est une énorme. Alors sachez-le, c'est une énorme connerie, on le redit. Voilà, et des conneries, voilà, en tout cas, c'est très bien de sortir de l'anonymat et de les afficher, en fait. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'on n'en peut plus, en fait, sorte d'impunité comme ça des réseaux sociaux, pour couvrir des rumeurs comme ça. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un moment donné où, malheureusement, on n'a plus le choix quand on est président de la République, qu'il y a une rumeur comme celle-là. Vous avez actuellement un développement de fausses rumeurs sur le bitcoin ou sur les crypto-monnaies, avec des systèmes qui permettraient, soi-disant, de gagner de l'argent très rapidement, alors qu'en réalité, c'est... On a eu un monsieur ici qui s'est fait prendre 100 000 euros. Vraisemblable, oui. Bon, ça peut... À partir du moment où la monnaie n'est pas contrôlée... Alors ça, surtout, ne le faites pas, les chéris. Ne le faites pas, les chéris, quand on vous demande, je le dis, quand on vous demande, par exemple, oui, vous avez fait un truc et on vous dit oui, mais il faut rajouter 20 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros pour récupérer votre argent. Sachez que c'est toujours une embrouille. C'est comme les photos. Sachez-le, que les jeunes filles, s'il y a un photographe qui vous dit il faut payer pour avoir des photos, vous êtes très belle, mais il faut payer pour avoir des photos, c'est aussi une énorme connerie. Si vous êtes magnifique et que si vous devez être mannequin, les photos, c'est pas payant. Voilà, je vous le dis, on ne paye pas les photos. Donc tout ça, c'est des grosses arnaques. Et surtout, quand on vous dit, remettez 5 000 euros ou 10 000 euros parce qu'il faut arriver à un compte rond et parce que vous allez pouvoir récupérer. Sachez que c'est une énorme arnaque. Et ça tourne beaucoup en ce moment. Il y a une autre arnaque qui est très facile, et qui est très banale, c'est la rénovation de la carte vitale. C'est quoi ça ? Proposer une nouvelle carte vitale. Ah oui. Oui. En réalité, c'est uniquement pour vous piquer vos coordonnées personnelles et le compte. Il y a un nouveau truc. Il y a un nouveau truc qui vient de sortir, c'est le 888. Vous l'avez pas reçu, vous? Non, c'est quoi ça? Plusieurs amis ont reçu. Vous savez, on fait le 888 pour interroger sa messagerie. Oui. Et il vous donne un code chiffré qu'il faut rentrer désormais pour accéder à votre messagerie vocale. Ne le faites surtout pas. Parce que là, allez hop, direct, chez une Russie. C'est Orange, ça, qui t'a appelé, non? Non, je te garantis que c'est vrai. Ton truc, là, ouais. Et ça, c'est quoi ça? Mais plusieurs amis l'ont eu, parce que moi, j'ai appelé un spécialiste. Mais quoi après? Parce que j'y connais rien. Eh bien, ça y est, rentre dans votre téléphone et tout. Quand vous faites le 888, il vous propose un code, mais vraiment, je l'ai là. Il propose un code, et ce code-là révèle tout. Mais comment tu fais pour écouter ta boîte vocale, alors? Bah, tu fais le 888, mais tu fais rien d'autre. Je fais un 2 3. T'as rien compris. T'es très au fait de ton info, là, frère. Je te sens pas très au fait de ton info. Même Jean-Marc, il a compris que tu dis... Jean-Marc, il y a des raisons de s'inquiéter pour les JO ou pas? Bah oui, parce que j'ai pas compris le 888, mais... T'es pas sympa, toi, hein? Non, je suis d'accord. Non, mais il y a... Théoriquement, on va pas s'inquiéter. Je pense qu'il y a des gens qui s'en inquiètent, dont le métier, c'est d'évaluer les risques et éventuellement de les gérer. J'espère qu'il ne va rien se passer. Ce serait tragique. J'espère aussi. Je peux vous lire ma connerie ou pas? Vas-y. Bon. La sécurité de la messagerie évolue avec un code secret à 6 chiffres au lieu de 4. Votre code réinitialisé, nous vous incitons à le modifier depuis le 888. Ce code permet de consulter vos messages depuis un autre téléphone ou depuis l'étranger. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Non, mais je vous le dis, excusez-moi, moi j'ai envie d'être gentil avec tout le monde. J'ai reçu ça, j'ai appelé un grand spécialiste. T'as pas découvert la bombe atomique non plus. J'ai pas envie qu'on découvre mes comptes, il est gentil lui. On peut pirater ton téléphone si tu rentres ce code. Mais qu'est-ce qu'on peut pirater ce téléphone pour voir quoi? Le montant de la retraite. Bravo Jean-Marc, c'est vrai. Excellent Jean-Marc. Excellent Jean-Marc. J'y suis pas encore. Jean-Marc, excellent. Excellent Jean-Marc. Tu veux pas passer à 15 000 On va parler de Kate Middleton. État de santé, photo truquée. Alors la photo truquée, ça a été la photo la plus vue du week-end. Et il y en a un qui est au bout de sa vie. C'est bien sûr Bertrand Deckers, le spécialiste de la royauté et de la coiffure. Voilà, il est pas là. Regardez, pas mal. T'as mis un jean hyper slim? Oui, c'est sûr. Celui-là pour l'enlever le soir, maman. Celui-là, c'est une épreuve. Hein. Non, c'est rigolé. Hein? On l'enlève pour moi. Non, mais c'est rigolé. Alors, ma chérie, si je peux me permettre, ça te va hyper bien. Et sache que c'est fini, les jeans comme ça. C'est fini. Ça revient dans 1 an. Ouais, exactement. 1 an ou 2. Tu veux pas... reviens dans 1 an. Allez. Comment il va, celui-ci? Non, pas bien. T'es assis à côté d'une légende, hein. Jean-Marc Sylvestre, c'est ce que c'est? C'est ce que c'est? Oui. C'est pas ta Kate Middleton et tes conneries. Je te le dis. Ça va, toi, la dépression, sinon? Oui, dépression. Qu'est-ce que tu veux?
Bah, je viens vous parler de Kate. Ouais. Mais de cette descente. T'as une fiche à marquer CNews. Oui, mais... Tu recycles des chroniques. Elle a dit ça. Il recycle. Non, mais c'est quoi ça? C'est une fiche que j'ai trouvée qui... Ça va pas du tout. Il recycle des chroniques. Il a doublé la folle âme. Je ne vais pas te vendre de la mauvaise info. Donc là, tu vas faire cette chronique aussi sur... Tu te fous de ma gueule? Mais non. Je t'ai gardé des choses rien que... Donc sur CNews, t'as fait de la merde. Très bien. Non, mais c'est un génie, lui. Non, pour toi, je t'ai gardé le meilleur là-bas. Non, mais t'es un fou, toi. Non, mais c'est un délire, ce mec. Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est surtout très triste. Qu'est-ce que t'as? Bah, l'histoire, c'est vraiment très triste. Mais c'est quoi? On s'imagine pas à quel point c'est la descente aux enfers. Non, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Mais si, quand même. Ça change quoi ta vie? Ça change ma vie, moi. T'auras du mal à enlever ton jean quand même, quand il arrive. Oui, c'est vrai aussi. Alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi t'es déprimé? Je suis, comment dire, amoureux de cette famille qui trouve qu'elle incarne quand même quelque chose, les traditions, les valeurs, ce qu'on vient de vivre aujourd'hui concernant Kate Middleton, c'est en effet gravissime. Alors c'est quoi? Parce qu'elle culminait en tête des sondages, elle a une popularité qui est incroyable. Si on résume en 2 mots ce qui s'est passé, elle a fait une photo vendredi, qui a été diffusée dimanche à l'occasion de la fête des mères. Ouais. Et sur cette photo, qui a été publiée par le palais de Kensington, on la trouve en très bonne forme. Alors que vous savez, il y a ces rumeurs complètement incroyables qui circulent à son sujet, puisque depuis le 25 décembre, elle, qui est pourtant la femme la plus photographiée du monde, on ne la voit plus du tout. Même plus un selfie. Elle est en totale convalescence, même pas un selfie, puisqu'elle se repose. Il y a eu des rumeurs complètement folles où on nous disait, mais tu comptais, vous savez, elle est morte, elle est très très mal. Elle est morte? En Angleterre, je vous assure, ça prend des proportions. Kate Middleton? Oui, complètement de fou. Et si on récapitule, lundi dernier, il y a eu une seule photo. Un paparazzi est parvenu à la photographier. Un paparazzi américain. Non, avec une focale très très longue. Il a fait une photo et qu'est-ce qu'on voit? Elle est en une de Voici. Elle est longue ta focale? Qu'est-ce qu'on voit? Que, non, elle a le visage quand même particulièrement bouffi. Elle est mignonne. Elle aurait quand même pris du poids. Non, parce que nous dit-on, elle serait sous cortisone. Elle serait suivie sous cortisone, donc elle a pris du poids. Bref. Parle par ici parce que tu en supportes, Jean-Marc. Je reviens donc à ma photo diffusée dimanche. Voilà cette fameuse photo. On la voit. Elle est pas bonne. Attention, parle ici parce que... Non, mais elle fait un 34 normalement. Donc, elle est magnifique. Ne parle pas aux autres, parle à moi. Donc, il y a cette fameuse photo qui est diffusée dimanche. Et dimanche, on la trouve rayonnante. Donc, on se dit, mais tout compte fait. C'est qui ça à côté, là? C'est sa mère, c'est Carole Middleton. Et en réalité... Elle était vénère, là. La mère. On dirait la tête de ma mère quand je reçois mon bulletin. Elle s'en reconnaît. Non, mais je te jure. Il est 9h du matin. Par contre, il roule en voiture allemande. Oui, bizarre, en voiture allemande. Ouais, c'est bizarre, oui. Bizarre. C'est le mec de Benaïm qui leur a prêté. Son mec allemand qu'elle a connu ce week-end. Il est concessionnaire? Gunther. Heinrich. Gunther Heinrich, oui alors. Et donc dimanche, il y a cette fameuse photo qu'on peut peut-être voir, qui est publiée par les réseaux sociaux. Et on se dit, mais là, elle est lumineuse, elle est entourée des enfants, regardez, tout va plutôt bien. Une seule chose nous alerte, elle ne porte pas sa bague de fiançailles. Alors que systématiquement, quand même, elle la porte. Donc on se dit, c'est un peu bizarre, mais enfin, bon, on l'a peut-être oublié. Ouais, alors que quand on s'appelle Kate Middleton, croyez-moi, on n'oublie jamais rien. En réalité, la photo, vous vous imaginez, elle est tellement attendue, cette photo, qu'elle a été scrutée par des professionnels de l'image. Eh bien, elle est trafiquée, tout compte fait. À 12 reprises, elle a été modifiée. C'est les mains de qui? Voilà, toutes les erreurs ici, voilà, en effet. Elle a retravaillé tout. Regardez, par exemple, les bras de Georges, ils ont l'air de faire 2 km de long, tellement... le petit Georges, le petit prince, qui est l'héritier du trône. C'est qui? Lequel? En bleu, qui est derrière, qui est en bleu. Mais tu crois qu'on sait qui, nous? Il a 10 ans. Tu me dis que c'est Kevin Bérébi, je te dis oui. C'est Georges. Lequel c'est? George of Windsor. Le prince. C'est le prince. Voilà, un jour il sera roi. Regardez comme ses bras pour un garçon de 10 ans sont excessivement longs. Oui, absolument. Mais alors surtout, regardez la main de la princesse Charlotte. Vous voyez, la princesse Charlotte, c'est celle qui a le gilet bordeaux. Regardez. Eh bien, regardez comme le gilet part comme ça. C'est pas normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle a tellement tout affiné. Elle a tout affiné. La main est tellement affinée que le gilet, si vous voulez, le gilet, il fait comme ça. Il continue. Le gilet, lui, à se porter tout à fait. En train de devenir fou, merci. Mais non, mais je t'assure. Mais t'as des problèmes de fou, toi. Et donc, c'est quoi l'histoire? Eh bien, la polémique a été à ce point importante qu'elle a dû reconnaître, mais humiliation totale, elle a dû reconnaître par communiqué officiel ce matin, il était 11h31 quand il est tombé, et elle a dit « Je m'excuse ». Non. Jamais ça ne s'est fait, jamais on a trafiqué de photos. Elle a fait quoi? Jamais une princesse de Galles ne s'est excusée. Eh bien, elle dit « Je m'excuse, en effet, je suis encore au stade, je suis encore une amatrice en matière de photographie. Et en effet, j'ai moi-même
moi-même réalisé le montage. Et en effet, désolé, j'ai un peu exagéré, je me suis trompé, je vous présente mes excuses. Tu le crois pas, ça? Mais non, mais c'est quelque chose... Mais non, tu sais pourquoi c'est grave? Parce que bon, voilà, on parle d'une photo. Parce que nous, je vais te dire la vérité, ça va pas nous empêcher de dormir. Non, je sais bien, Cyril, mais je vais pas te mentir. Parle ici, tu as un support, Jean-Marc. Elle a les médias contre elle. Alors qu'elle avait les médias avec elle, les médias l'adoraient. Cyril, pour te donner une anecdote, je parlais de cette fameuse photo volée. Je parlais de cette fameuse photo volée qui a été prise lundi par un paparazzi américain. La presse anglaise a refusé de la publier. Non. Aucun journal, le Daily Mail, le Daily Sun, le Mirror, personne n'a voulu publier ce en disant on se doit de respecter... C'est pour ça que t'es déprimé. Mais oui, on se doit de respecter la tranquillité de la princesse. Et là maintenant, la presse est remontée contre elle. Je te prends trop la tête avec cette famille. Que nous dit la presse? Elle s'est foutue de notre gueule. Elle s'est foutue de nous. La meuf, elle est tellement intouchable. La meuf. Tout lui, oui, parce que ça m'énerve. Tout lui réussit tellement qu'elle est devenue intouchable. Mais Bertrand, le plus important, c'était son visage. Et visiblement, le visage va bien. Donc pourquoi il est forcément... Vu tout ce qu'il y a, Valérie, moi je ne suis pas spécialiste de l'image, il faudra photographe. Elle est mignonne, je trouve pas. Très jolie. Mais elle est fortement amincie. Tu lui ressembles un peu, Benaïm. Il n'y aurait pas... J'adorerais, elle est magnifique. Toi, tu ressembles à Kate Middleton à l'huile. Ton Sidi Daoud. Non, mais j'adore. Tu sais qu'elle lui ressemble. Elle ressemble un peu à Benaïm, je trouve. Il y a quelque chose. Franchement, regarde. Il y a quelque chose. Eh, Benaïm, tu aurais pu être la princesse d'Angleterre. Sur ma vie. Bon, ça va, t'es la princesse du Maroc. Ça va. Mais Cyril, pourquoi ne porte-t-elle pas sa bague? Pas parce qu'elle a les doigts boudinés, c'est pour ça qu'elle ne... Parce que tout est boudiné, elle ne porte pas avec la famille royale. Mais tu dis tout et son contraire, Bertrand. Il l'adorait avant, qu'elle était toute émaciée du visage et tu dis qu'elle a les doigts boudinés, il faut savoir. Non, elle s'est émaciée parce qu'elle a photoshopé à 12 reprises. Elle n'est pas comme ça du tout. La photo est trafiquée. Elle est à ce point, Cyril, trafiquée. La photo que toutes les agences de presse l'ont retirée. On ne la retrouve plus nulle part. Est-ce que tu te poses la question pourquoi elle trafique autant ses photos? C'est parce qu'il y a une pression sur elle qui est dingue. Mais absolument. Mais elle sait très bien où elle a mis les pieds. Là où c'est gravissime, c'est que maintenant la presse n'a plus confiance en elle. Et croyez-moi, lorsque la presse en tabloïd commence à vous rendre la vie impossible, la dernière, c'était Diana, elle en est morte. Donc, elle est en train de jouer à un jeu très dangereux. Non. Oui. Je suis inquiète. Mais c'est un ouf. Regarde, attends, il vient de faire un jeu de mots incroyable. C'est pour toi. Vas-y, redis. Je suis inquiète. Alors, si tu le refais, il faut que tu fasses. Si tu le refais, parce que tu vas refourguer forcément cette chronique à une autre chaîne. Je te connais. Si tu le refais, pour que ça marche bien, il faut que tu fasses. Je suis inquiète, Middleton. Inquiète, sinon on ne comprend pas. Je suis inquiète, Middleton. Donc tu le referas sur une autre chaîne, comme ça. Je t'enverrai l'extrait. Avec grand plaisir, bien entendu. Toi aussi, tu peux prendre un petit billet grâce à moi. Ça me fait plaisir, bien entendu. Et arrête de te rendre malade pour ces roast beef. Non, mais c'est quand même énervant. C'est quand même énervant. Je te le dis. Non, c'est bon. Arrêtez de le relancer. Alors, vous poserez des questions après. Vous poserez des questions. Ils veulent tous poser des questions. Regarde, il y a le prince Charles, là. Il ressemble pas au prince Charles, lui? Si, tu trouves pas? Quoi? Oui. Tu trouves pas qu'il ressemble au prince Charles? Le prince Charles, il n'est pas bien non plus, là. Non, merci du compliment. En fait, t'es très premier degré sur Ah oui, je ne rigole pas qu'à faire. Ça va, toi, sinon? Mais non. On le retrouve dans un instant. Tout de suite, on va revenir sur les Oscars, sur The Boy, sur Danse avec les stars, sur 100% logique, surtout. Et on aura l'affaire avec Xavier Dupont de Ligonnès. Vous allez voir, à tout de suite. Alors, je regarde tous les lundis et j'adore. Je suis pris dans le truc et après je m'endors très rapidement. Non mais j'adore. Les chéris, Bertrand Deckers, on parlait de Kate Middleton. Kate Middleton qui a eu un petit souci. Et puis il y a Jean-Marc Sylvestre qui est venu nous voir, parce qu'on parlait de son passage chez Jordan, il est resté parce qu'il est extrêmement intéressant. Et voilà, vous voyez, par exemple, si vous venez un jour pour un truc, c'est sûr que vous repartiriez. Lui, non. Voilà. Alors, on va pas faire 50 questions, mais je vais prendre les plus intéressantes. Donc, qui avait des questions sur Kate Middleton? Levez la main. Et je vais. Voilà, donc Benaïm. C'est où Benaïm ou Géraldine? Géraldine. Non, mais faites celle que vous préférez. Non, j'aime bien. Alors, vous savez, je n'ai pas de préférence. Vous êtes tous un petit peu mes enfants. Je ne peux pas choisir. Voilà, il y a des enfants plus turbulents que d'autres, mais je les aime tous pareil. Voilà, sachez-le. Et il y a même des enfants qui vont bientôt nous quitter, par exemple Daniel, mais je l'aime pas. Voilà.
Non, Bertrand, vous êtes énervé, vous êtes agacé, vous arrivez là aujourd'hui et vous n'êtes pas dans votre état normal. Et vous êtes énervé pourquoi en fait? Parce que cette photo de Kate vous énerve pourquoi? Parce qu'elle est trafiquée, elle l'a trafiquée ou parce que vous faites du souci pour sa santé? On a l'impression que sa santé, c'est le cadet de vos soucis en fait. C'est ça. Parce qu'elle l'a trafiquée. On n'a rien à foutre de la santé des gens. Elle a réussi jusque maintenant un parcours parfait. Donc elle sait très bien que les Windsor, c'est de l'image. Oui, mais ça, c'est de la communication. Et elle prend l'ensemble des journalistes pour des débiles, pour des cruches. Ensuite, comment est-ce que vous pensez que... Comment est-ce qu'elle a pu penser que ça ne se verrait pas? Et c'est ce qui va se retourner contre elle. Pour l'instant, l'ensemble des tabloïds... Même quand tu réponds à Géraldine ici. Même pour l'instant, l'ensemble des tabloïds est en train de se... Et dès qu'elle apparaîtra, ça va être balayé, Bertrand. Je suis vénère contre l'institution, contre Kensington Palace, qui, à mon avis, tout compte fait, est en train de nous mentir. On nous dit, vous savez, quand on écoute Kensington Palace, qui c'est cela? Qui c'est? Tout va, le palais qui est en charge de la communication de la famille royale. Eh bien, lorsqu'on écoute le palais, on nous dit tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Eh bien, Cyprien, ça ne va pas du tout. Tout est en train de brûler, la jument, l'écurie, le château. Il n'y a plus rien du tout en réalité. C'est ça qui est interpellant pour répondre à la question. Toi, ta santé, elle va comment? Je suis un peu ferralla, moi aussi. Le problème, c'est que je vis les choses. Je sais, un peu trop. Elle me déçoit. Elle ne m'a jamais déçu. Elle me déçoit. Ici, Bertrand, c'est même tout l'avenir de la royauté future de William qui est remis en question. Parce que comme c'est lui, vous le savez très bien, comme c'est lui qui est censé avoir pris la photo, les gens commencent à dire en Angleterre, ce futur roi est un magouilleur. J'ai l'impression que c'est une bonne poire, William. Et oui, mais il est surtout sous la coupe de sa femme. Et alors, je ne voulais pas vous le dire, mais au point où on en est. Et qu'est-ce qu'on dit aussi? Qu'en réalité, c'est quand même bizarre que personne dans son entourage ne lui ait dit Votre Altesse royale, il va y avoir un petit souci quand même avec votre cliché. Tellement vous avez cliqué pour affiner. Et vous savez pourquoi personne ne lui a dit? Pourquoi personne ne lui a dit? Parce qu'il paraît qu'elle ne serait pas des plus agréables. Non. Oh bah alors. Oh bah alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? S'il te plaît. Oui, non mais tu as veste. Non mais tu as raison parce que je suis déçue. Ce soir, j'adore comment elle est, Géraldine. Ce soir, sans déconner, c'est Kalash à tout va. Elle est belle, Géraldine. Non mais l'autre, elle l'a défoncé dès le début de l'émission. Toi, t'arrives. Ah oui, elle t'a défoncé. Non, avec tendresse. T'as mis un KO là. C'était Nganou ce week-end. J'ai pas entendu. Je t'explique. T'étais en Nganou. J'adore Nganou en plus. Mais là, t'étais en Nganou là. Il a des écharpes plein les pieds là. Là, t'as des écharpes plein les pieds, c'est vrai. Là, t'es pas bien là. Oui. Non, je disais qu'elle était très classe. Elle devrait donner quelques petites leçons peut-être à notre copine Kate. Ah ouais. Bon, allez. Une dernière question. Je suis un peu déçu, mais voilà. Ouais, mais je m'en fous. Ça passera. Mais oui, je le sais bien, c'est pour ça que je te le dis. Moi, tu sais que j'en ai rien à ficher. Je sais bien. Tu m'aimes moi, je sais. Bah, bien sûr. C'est pourquoi je fais cette chronique? Pour me voir, moi. J'en ai rien à moi aussi, je vais me cette prendre famille royale. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui est royale. Il y a deux choses qui sont royales. Ségolène et toi. Tu veux rester un petit peu? Ça va te détendre? Par contre, ici. Parle pas, Jean. Si tu parles, c'est ici. Tu parles pas, Jean. Les chéris. Il y avait The Voice ce week-end sur TF1. The Voice qui est arrivé deuxième des audiences. Enfin, troisième. En fait, c'est compliqué. Ils sont arrivés troisième, deuxième en nombre, mais troisième en part de marché. Donc, en fait, ils sont troisième parce que 100% logique était plus court. Ils sont troisième de la soirée. Après, Les Bois Assassins. Sur France 3, c'était une série où il y avait plein de bois. C'était avec Xylophane Color. Voilà, et de Rebelle. Et après, il y avait 100% logique, mon émission préférée. On va en parler dans un instant. Et il y avait The Rookie, le flic de Los Angeles sur M6. Je comprends pas la stratégie d'M6, excusez-moi. À 876 000 le samedi. C'est vraiment. J'adore M6, vous le savez. C'est vraiment. Voilà. Mais je comprends pas. 876 000, baisser les bras comme ça le samedi, c'est pas possible de faire 876 000 téléspectateurs. Non, mais elle est pas bonne la série. Non, mais même, mais à un moment ça bouge. À un moment, il faut que ça bouge le samedi, les chéris. On va commencer avec Julien Kayla, qui a chanté une chanson de Donny Hathaway. Il a surpris tout le monde avec sa voix. Regardez, c'est Julien Kayla. Alors ça a été un carton. Les 4 juges se sont retournés. Qui a regardé The Voice samedi soir? Je dis pas en replay, samedi soir. Voilà, les vieux. Voilà, voilà, ceux qui n'ont vraiment rien à faire. Et c'est très bien. Moi, j'étais tranquillement à 3. À 3 J'étais en tournoi à 3, mais j'étais à 2. Non, mais quoi, et alors? Eh ben, c'était super. Regardez The Voice avec qui? Avec Daniel. Ne me dis pas que Daniel regarde The Voice. Non, il regarde le match de foot. Ah, franchement, si Daniel regarde The Voice, il me déçoit. Alors, j'ai rien contre The Voice. Mais Daniel, le samedi soir, en train de regarder The Voice, là, je peux te dire, là j'arrête. Non, il bossait, regardait le match de foot. Voilà, heureusement, mais sans déconner. Ah oui, j'ai eu peur.
Et Gilles Verdez, t'as regardé The Voice? Oui, avec Fatou, on a regardé. On a repris nos habitudes. T'aimes bien les gens, vous faites des commentaires avec Fatou et tout? Ah bah elle chante, ouais. Elle chante, ah ouais. oui, c'est vrai. Moi, je me tais, je l'ai. Il n'y a pas les voisins avant. Tu vas partir de Non, parce qu'elle chante bien. Hein? Et donc, ouais. Et donc ça, c'est le grand moment que vous avez passé, l'énorme moment d'émotion de la soirée, très franchement. Ah ouais. Ah bah oui, c'est lui qui a C'est quoi, genre t'étais comme un fou, comme t'es devant The Voice, t'es comme un fou? Bah oui, parce que, alors il y en a un qui s'est levé, il a été bloqué, super bloqué, il y a eu des tas de trucs, c'est dingue. Sois déprimé pour lui plutôt. Est-ce que c'est pour faire plaisir à Fatou? Oui, ça te plaît vraiment? Totalement pour faire plaisir à Fatou. Alors moi, j'en ai strictement rien à foutre. Le pauvre. Franchement, c'est le mec parfait. C'est beau l'amour. Non mais c'est le mec parfait. C'est quoi, moi jamais je ferais ça, moi. C'est vrai? Ah ouais? Bien sûr, mais t'es fou quoi. Non mais moi je suis. Ça fait plaisir. Non mais alors je vais te dire, faire plaisir, tu sais quoi, ça te retombe toujours dessus. Même par amour? Mais sache-le, mais l'amour te retombe toujours dessus. Ah mais non. Regarde Raymond comme il n'a pas été épargné par la vie. plaisir. Tu le vois pas? Tu vois pas que sa vie est une jungle? J'ai 22 ans en vrai. Et chérie, on va enchaîner avec une reprise très spéciale de Jacques Brel, version dubstep. Dubstep, tu l'as vu ça? Ah ouais. Ouais, c'est beau ça, c'est magnifique aussi. Tout ma gueule, tu sais pas de quoi je parle. La reprise magnifique de Jacques Brel, passez là, je vous dirai ce qui s'est passé après. Et vous n'avez pas passé tout. T'étais pas en train de galoche Fatou là, à ce moment-là? Parce que Kayla, il s'est passé un truc dingue. Hein. Mika était super bloqué par Zazie, il a été chez Vianney. Le scénario est fou de cette histoire, Cyril. C'est la voix de l'année. Ils sont fous d'une force. Alors, je vais te dire, c'est vrai quoi, il y avait un truc de fou. Un truc de fou, bah oui, c'est l'émotion. Oui. Bah oui, on entend parler que de ça depuis samedi. On l'a ça, les chéris, en régie, ce qu'il dit là? Ils sont tous... Voilà, non, je n'étonnais pas moins de la production. Bien entendu, quand les génies sont avec nous, il faut les saluer. Allez, regardez la version de Jacques Brel. C'était le truc le plus important, ça. Alors, non, franchement, sachez que les 4 se sont retournés et il est allé avec. Gilles, il va nous le dire. Non, là, il n'y a que Big Flo et Oli qui sont. Ah, t'as raison. Il n'y a que Big Flo et Oli. Et avant, les 4 se sont retournés et il a été dans l'équipe de Vianney. Oui. C'est ça. Parce que Mika était super bloqué. Super bloqué, exactement. Merci. Par Zazie. Dans la série reprise improbable, on a aussi eu le droit à une reprise des Village People. Vous voyez aussi. C'est génial. Assez étonnant. Regardez. Vous avez kiffé ça? Ouais, j'ai trouvé ça très beau. C'est le moment genre où t'as. Daniel, regarde! Arrête de regarder ton match, Daniel! Il n'y a pas que le football! Oh, regarde cet artiste, il est incroyable, regarde! Tiens, il y a le directeur artistique de l'émission qui répond à Gilles Verdez qui me dit c'est de la merde son truc, mais ripou de ouf, l'histoire que tu as racontée. Voilà, donc apparemment Kakoumbe t'embrasse. Il est également en plein ramadan et apparemment il t'embrasse, il est en train de manger. Vous pouvez lui répondre que s'il bossait plutôt que de faire le ramadan, moi ça m'empêche pas de faire le ramadan et de bosser. On serait moins dans la merde parce qu'on n'a pas les images nécessaires. Vous pouvez lui écrire ça? On les a les images en fait, mais elles sont tellement ripou. Et qui me dit franchement, les lance pas, c'est ripou. Voilà, donc je lui fais plus confiance qu'à vous. Merci. Il y a eu la presta aussi de Flora qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Alors lui, les catch coachs se sont retournés, il a été chez Big Flo et Oli. Alors les 4 coachs se sont retournés et elle est allée chez Mika. Et elle a 16 ans, c'est la plus jeune de l'édition de... Merci. Vous avez regardé vous aussi alors? Moi je suis à fond, mais à fond. J'adore. Mais moi ce que j'aime c'est le jury, mais j'ai tous envie de les épouser. Ils sont géniaux. Oh, l'analyse. Et je découvre Big Flo et Oli, je connaissais pas trop. Ils sont géniaux. Et Vianney, mais c'est... c'est un amour de mec. C'est trop un amour. Il a la gentillesse qui ressort. Dommage qu'ils soient en couple parce que tu serais son style. Je te jure que c'est vrai. J'avais pas prévu un jour d'adopter. Alors, il y a aussi... Est-ce que vous avez vu aussi... alors, tout le monde s'est retourné. Et vu que sa famille est venue du Sri Lanka pour assister à l'émission et qu'ils sont chanteurs aussi, ils en ont profité pour chanter une chanson sri-lankaise sur le plateau. C'était un beau moment, ça. Regardez. Ils font pas les bar mitzvahs, ceux-là. Non, sans rigoler. Je suis en train de préparer la bar mitzvah de mon fils. C'est vrai. C'est dans un an. Il faut les faire venir. Déjà? Bien sûr que c'est dans un an. Qui est invité de nous? Il va faire 12 ans, là, le 14 mai. Dis-moi plutôt, qui n'est pas invité? Ça va être quoi? Ça va être un truc gigantesque? 65 000 personnes. La guerre, Jean-Marc, je t'invite. Stade de France. Jean-Marc, je t'invite. Mais il y aura des chanteurs, des chanteurs connus. Il n'y a pas un gars qui ne va pas chanter. Sérieux? Le gars qui vient, c'est le chanteur. Il paraît que les chanteurs arrivent tous en hélico. Je suis comme Belmondo. Je te jure que c'est... Non, on est en train de faire un truc de fou. Je suis en train de voir, là.
Et nous, on est tous invités aussi? Bien sûr que vous êtes invités. Brésil. Au Brésil. Vous êtes invités, je suis pas sûr que vous allez rentrer. Mais je vous le dis, vous êtes invités. À la porte. Il y avait également, vous avez vu Danser avec les stars? On a vu la première danse de la star internationale James Danton. Oh, qu'est-ce qu'il est craquant. James Danton, voilà, qu'on embrasse. L'acteur de Desperate Housewives. T'aimes bien James Danton? Ah, mais je l'ai découvert. T'aimerais qu'il soit où? Non, écoute. Non, mais c'est un... Alors, après quasiment un mois de blessure, il a dansé une rumba avec Candice Pascal. On embrasse Candice d'ailleurs. J'embrasse également son frère. C'est qui? Blaise. Ils sont très peu intéressés par Danser avec les stars. Par contre, ils sont très intéressés par la bar mitzvah de mon fils. Sachez qu'ils me disent, ma fille, sachez que je fais une bar mitzvah commune. Ce que je vais appeler une Bart mitzvah. Ah, wow. Parce que normalement, c'est une bat mitzvah pour les filles. Et bar mitzvah pour les garçons. Je vais faire ce qu'on appelle une Bart mitzvah. Ah ouais, une Bart mitzvah. Je vais tout lier comme ça. Double dose. Et un qui arrive comme ça en hélico, l'autre il arrive comme ça, pas un sous-marin comme ça. Ils se rejoignent comme un. La scène. Bien, ouais. Truc de ouf. Vous allez être invité. Dans quel pays? Énorme. Quoi, quel pays? En France? Mais non, c'est une tournée. Ah oui, voilà, je me disais. On va démarrer en Amérique du Sud, on arrivera en France dans 6 mois. Voilà. Les gars, ils ont dû arrêter l'école avec ces conneries. Je te jure que c'est vrai. Vous avez vu que c'est Caroline Margéridon a été éliminée. La première a été éliminée. Fête ou Fat les belles, elle est partie, Caroline, on l'embrasse. Logique. Meshkina. Pourquoi logique, la pauvre? Parce qu'elle ne savait pas danser, donc dans une émission de danse, c'est compliqué. C'était sa meilleure année ce soir. Les méchants. 17% contre 83% en barrage là. C'est totalement gratuit ce que tu dis, c'est vraiment méchant. On sent la méchanceté. C'était sa meilleure prestation depuis le début. Elle a bossé comme une dingue. Bon, regardez là, Caroline, elle est éliminée. Elle s'est blessée au dos. Meshkina, Caroline, regardez, Meshkina. Malheureusement pour Caroline, ça va s'arrêter là. Moi vraiment, en tout cas, j'ai rencontré une grande famille. Et alors, Dals, quelle expérience. Mais je crois que de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, jamais j'ai eu une expérience comme ça. Et je vous aime. Voilà. Et en fait, il y a plein de gens qui savaient qu'elle partait parce qu'ils tournent les primes à l'avance. Ah oui, c'est vrai. Ils s'amusent à faire des stories pendant les primes des coulisses et on voyait qu'elle était déjà partie au prime suivant. C'est nul, ça. Bah oui, il y a plein de gens qui l'ont. Alors, il y a un truc qui a cartonné aussi, c'est J'irai dormir chez vous en Algérie ce week-end. Ça a cartonné. J'adore cette émission. Hein. Fabuleux. Voilà, moi, voilà, Dals, c'est vrai que Dals, ça a bien marché. Ça marche bien pour l'instant. Après, sachez qu'ils avaient les petits meurtres d'Agatha Christie, c'était les derniers en face, qui marchent pas très bien. Hein. Ça s'est effondré. Ils les arrêtent sur France Télévisions. En revanche, la semaine prochaine, ils ont une grosse série et j'ai peur qu'à partir de la semaine prochaine, France 2, je pense qu'avec 3,7 millions, ça passera pas en face de la série de France 2 de la semaine prochaine. Simon Coleman qui cartonne. Là, il y avait les petits meurtres d'Agatha Christie qui performent pas trop sur France 2, mais là, à partir de la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus compliqué. Et M6, voilà, le secret de la cité perdue. Voilà, c'est voilà. Merci. On va en parler dans un instant. Les chéris, dans un instant, on va revenir sur mon émission préférée. 100% logique. Non, pas du tout. On va revenir sur les Oscars. Les Oscars, incroyable. Il y a des belles choses. Je peux vous dire, on a fait un comparatif entre les Oscars et les Césars. Et ben, vous allez voir que, on n'a pas fait le comparatif parce que c'était. Non, je rigole. Non, on l'a fait bien sûr. On a fait un comparatif entre les Oscars et les Césars. Vous allez voir. Pareil. Vous allez voir, c'est peut-être un autre avantage. Peut-être. Peut-être, vous allez voir. Et puis dans un instant, alors là, affaire Xavier Dupont de Ligonnès, les 10 questions que l'on se pose, puisque sa sœur était l'invitée de quelle époque ce week-end, ça a fait énormément parler. Tout le monde n'a parlé que de ça, on aura Michel Marie et bien sûr Bruno de Stabenrath, ami de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une mise en scène. Bruno de Stabenrath, ami de Xavier Dupont de Ligonnès, revient sur les troublantes déclarations de sa sœur. On va revenir sur tout. Et sachez que c'était incroyable. Et on a des infos exclusives. Et sachez même qu'il y a le torchon brûle entre... Ouais, il paraît qu'il y a... Je vous dirai ça dans un instant. Merci Jean-Marc d'avoir été avec nous. Est-ce que tu peux ramener Bertrand? Merci Jean, t'es un amour. Merci, on se retrouve dans un instant tout de suite. De ce week-end, c'est la sœur Dupont de Ligonnès et je vous jure, on a des informations sur la famille de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est incroyable. Hein. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Bing bing. Il y avait les Oscars aussi, c'était la 96e cérémonie des Oscars. Vous vous rendez compte que les Oscars sont plus jeunes de 5 ans de Daniel. C'était à Los Angeles. C'était à Los Angeles. Ah ouais, les gars. C'est Oppenheimer qui a reçu 7 récompenses. C'est une histoire sur le gars qui a inventé la bombe atomique. Il est formidable. Là, je vais le voir. Je vais le regarder ce soir, ça. Il est ce soir, je regarde Oppenheimer. Vous me direz si ça vous plaît. Bien sûr, Oppenheimer. Super bien. La suite, c'est sur la vie de ma mère.
Non, il a reçu cette récompense et il y a le film de Justine Triet. Alors vous savez que je suis devenu fan parce que j'ai revu les images quand elle apostrophe Rima Abdul Malak. Je suis fan d'elle, de Justine. Anatomie d'une chute. Tiens, elle l'a senti pour la ministre, hein, Anatomie d'une chute, pour l'ancienne ministre de la Culture. Hein, elle l'avait senti, Justine. Elle a obtenu l'Oscar du meilleur scénario. Alors voilà, on est content. Est-ce que vous voulez le voir ou pas? Ah oui. Ah oui. Bah, c'est sympathique. Ouais, allez, on le regarde, ça fait plaisir pour la France. J'ai envie de dire, cocorico. Ah oui. Les regards comme ça. Cocorico, les gars. C'est parti là. Et l'Oscar est décerné à Anatomie d'une chute. Justine Triet. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup. Cet Oscar va m'aider à traverser la crise de la quarantaine. Alors, la cérémonie était bien entendu diffusée sur Canal+. Il y avait Antoine Decaune et Didier Alouche, les deux, excellents les deux. Hein. Franchement, ils nous régalent. Alors, ils ont voulu interviewer des stars, mais c'est pas des vents qu'ils ont pris, c'est des tornades, on les embrasse pas. Monsieur Rock. Dwayne for French TV. Dwayne. Alors, c'est ce qui s'appelle un vent. Marc. Bonjour Marc, est-ce que Marc va venir? Marc. Ouais, non, il fait un... Matthew for France. Matthew. Oh là là. Matthew. Jolie tentative. Go for French TV, Voilà Margot Robbie. Eh bien non, c'est ce qu'on appelle encore un vent. Robert. Chris. Et c'est pas complètement un vent quand on a comme ça. Alors, il y a eu évidemment des happenings. Et un de ceux, l'happening qui a fait le plus réagir, c'est l'arrivée de John Cena pour remettre le prix du meilleur costume. Ça, bravo. Et je sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant. C'est très fort, ça. C'est drôle. C'est un ancien catcheur, lui. Oui. Ouais. Comme toi, Gilles. On se ressemble. Ouais, c'est un ancien tchatcheur, lui. C'est un ancien tchatcheur, lui. C'est parti. Les costumes sont tellement importants. C'est peut-être le plus important en fait. Et je peux pas ouvrir l'enveloppe sans... Mais c'est extrêmement sympa. Mais avant, regardez la déclaration surprenante de sa sœur, qui explique que tout ça serait une mise en scène. C'est un truc de fou, regardez. Petit à petit, je me dis, mais en fait, certainement, c'est une mise en scène. Parce que moi, je n'y connais rien au principe d'exfiltration, etc. Je me dis, finalement, puisque je crois quand même à mon frère, je l'ai eu au téléphone tout récemment, il n'avait pas du tout la voix d'un assassin. Donc il y aurait quoi? Il y aurait des gens qui ont menti dans la police? Qui auraient participé à ce scénario. Les arguments qu'on m'oppose n'ont pas tant de poids que cela. Parce qu'on me dit, non, on a interrogé les renseignements, ils nous ont dit qu'ils n'en faisaient pas partie. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire une autre réponse, en fait. Dans votre tête de tante, pardonnez-moi, ce sont vos 4 neveux et nièces. Oui. Ils sont vivants quelque part. Je ne l'exclus pas. Attends, voilà. Alors, merci à Bruno de Stabenrad d'être avec nous et bien sûr à mon ami Michel Marie d'être là. On va revenir sur les questions. Alors, quelles sont les théories autour de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès? Dites-nous et on va voir ce qu'elle a dit sa sœur. Il y a 2 théories qui se dégagent. La première, c'est il a massacré toute sa famille, ou il aurait massacré toute sa famille et se serait suicidé. Deuxième théorie, il aurait massacré sa famille et il serait en fuite. Alors après, on l'a vu en Colombie, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu dans des monastères, enfin on l'a vu partout, mais en fait on ne l'a jamais retrouvé. On avait même arrêté un pauvre bougre à Glasgow, persuadé que c'était lui. Il a passé je ne sais pas combien de temps en garde à vue avant qu'on s'aperçoive que finalement ça n'avait rien à voir. Donc voilà les 2 principales théories. Et puis là, maintenant, on a une nouvelle théorie qui serait un montage, une exfiltration organisée par la DEA, c'est-à-dire les services de police secrète américaine. Enfin là, je pense qu'on nage un peu dans... C'est ce que croit sa sœur. Hein. C'est ce que croit sa sœur. C'est ce qu'a dit sa sœur, d'ailleurs.
Voilà. Un langage calme. Bruno, est-ce qu'on y croit à cette histoire? Regarde, on va voir ce qu'a dit sa sœur, vous allez nous dire si on y croit ou pas. Clairement que, grosso modo, il fait du renseignement depuis X années. Chose que, à la base, je ne peux pas vérifier, mais qui me parle. Parce qu'en fait, depuis des années, j'avais vraiment des interrogations sur certaines petites choses qui juraient, on va dire, dans sa vie, que je ne m'expliquais pas. Alors, est-ce que cette hypothèse est possible? Écoute, Cyril, on va prendre par le début. Oui. Le premier gros mensonge de Xavier, c'est la lettre. Quand une famille est mêlée à une affaire criminelle. Donc, on sait très bien que Xavier n'est pas un espion, ça c'est vraiment du bullshit. Mais il y a une chose qui est importante dans la lettre, parce qu'il donne des consignes dans cette lettre où il dit, toi tu vas t'occuper de l'électroménager, toi tu vas régler les factures et tout. Mais il y a une chose dont il ne parle jamais, parce que c'est un homme de dossier, Xavier. Il y a une chose dont il ne parle pas et que tout le monde a vu depuis 7 mois, c'est la carabine 22 long rifle. Et pourquoi il n'en parle pas? C'est parce que c'est l'arme du crime. Et ensuite, il fait en post-scriptum de la lettre, et pour les gravats qui sont cachés sous la terrasse, c'est pas la peine de chercher, ils étaient là quand on est arrivé. Donc Xavier, il pêche un peu par, par excès d'orgueil, de vanité, et puis surtout, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que Xavier, depuis des années, comme Emmanuel Teneur et comme Michel Rétif, ils sont addicts à l'alcool et aux médicaments. Xavier, il a une capacité, il tient très bien l'alcool, mais ses journées, c'est du pastis, c'est du whisky, c'est du vin rouge, et tout ça mélangé à des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs, que lui fournit Emmanuel Teneur. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas tout le temps sa lucidité, et à certains moments, il dérape. Et c'est là où on voit son point faible. Donc moi, je ne crois pas du tout à la théorie de... Alors, il y a une autre théorie, c'est le suicide. C'est la plus vraisemblable, parce que quelle est... Non, là, oui, il y en a deux. Il y en a plusieurs. Enfin, en tout cas, vous me demanderez mon avis, je vous le donne. C'est, à mon avis, le plus vraisemblable. Je ne vois pas comment cet homme qui n'avait plus d'argent, qui était criblé de dettes, après les faits qu'il... Parce que la sœur conteste même la nature des corps retrouvés en disant que c'est pas sa belle-sœur et que c'est pas ses neveux. Donc, alors que la police technique et scientifique a fait des vérifications d'ADN et que ça, c'est... La seule chose dont on soit certain, c'est que c'est bien Agnès et les 4 enfants qu'on a retrouvés sous la terrasse de cette maison de Nantes. Alors, sa sœur, il y a une deuxième question que tout le monde se pose, c'est la famille du comte de Ligonnès faisait-elle partie d'une secte? Et là, il y a des informations incroyables sur cette histoire. Christine, Christine est connue pour avoir présidé un groupe de prière, l'église de Philadelphie, fondée par sa mère. Hein. En 1970. D'accord. C'est effectivement un groupe de prière fermé. Assez confidentiel, hein. C'est pas l'ordre du Temple solaire, il y avait quelques adhérents, mais qui a assez rapidement attiré quand même l'attention des services et des missions qui sont chargés de lutter contre les dérives sectaires. Et je crois en 2009 ou en 2010, ils ont commencé à avoir des problèmes. Oui, mais ça, on ne sait pas l'histoire, c'est pas ça le plus important. Benaïm, qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure? Non, mais c'est vrai qu'on s'interroge, et peut-être que Bruno, toi, tu sauras nous répondre là-dessus. On s'interroge sur la réalité de cette secte. Est-ce que la mère de Xavier Dupont de Ligonnès avait une emprise y compris sur sa propre fille? Et il y a eu des rumeurs folles autour de sexualité un peu particulière, etc. Ouais. etc. Non, mais est-ce que tu peux... C'est quoi les rumeurs? Les rumeurs, d'ailleurs... on peut dire les choses. Non, mais d'ailleurs, la rumeur, elle y a répondu dans l'interview avec Léa Salamé. On a dit que la sœur avait été offerte à plusieurs hommes dans le cadre de cette secte. Écoute, en fait, le groupe Philadelphia, c'est un groupe de prière. C'est-à-dire que Geneviève de Ligonnès, depuis la fin des années 60, donc la mère de... voilà, la mère de Xavier, la mère de Christine et de Véronique, puisqu'ils sont 3 enfants, elle reçoit des mâmes, c'est des messages d'amour et de miséricorde, qu'elle retranscrit en écriture automatique. Donc elle crée un groupe ils sont 40, 50, ça dépend, et d'année en année, ils vont dans les monastères, ils vont chez Jean de Cézy, qui est le trésorier de la secte en Bretagne, et si vous voulez, toute l'intoxication familiale, elle vient de là. C'est-à-dire que toute la problématique de Xavier et de Christine, ça vient justement de cette emprise psychologique qu'ils vont avoir dès l'enfance, puisque Xavier va être élevé comme l'élu. Xavier doit prendre le pouvoir. Il y a Emmanuel Teneur doit être le grand chambellan. Et Christine... Emmanuel Teneur. Emmanuel Teneur, c'était le meilleur ami de Xavier. C'est ça. Il avait 2 copains qui sont morts tous les deux. Emmanuel Teneur, qui n'a jamais lâché Xavier, qui a toujours été dans son entourage proche, et Michel Rétif, qui s'est suicidé.
C'est quoi votre question? Donc en fait, Bruno et Michel, vous dites en gros que Christine et Bertram sont tous les deux complètement dingues, complètement délirants et qui racontent juste n'importe quoi. Alors moi j'ai regardé le livre, du coup, parce que c'est vrai que ça m'a intriguée, même si on n'en a pas beaucoup parlé dans Quelle époque. Dans le livre, il y a des trucs un peu troublants. Donc en fait, soit ils mentent complètement, soit est-ce que ça doit être troublant? Par exemple, quand ils disent que la crémation a été prématurée, c'est-à-dire qu'on aurait fait une incinération des corps 6 jours après la découverte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est normal de faire ça? Deuxième chose, on dit que le corps d'Agnès, dans le livre, il n'avait pas la bonne couleur de cheveux et pas la bonne taille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est délirant? Vous voyez, moi, en tant que lectrice lambda, donc moi, je veux savoir concrètement... Voilà. Ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi dans le livre. Juste, dites-moi. Est-ce qu'il n'y a que des conneries dans le livre? Ils ont lu des milliers de... Ils ont lu tout le rapport. Comme dans beaucoup de récits, de livres, il y a sans doute une part de vrai et aussi une part de faux. Mais à partir du moment où cette femme, Christine, conteste la matérialité des choses, c'est-à-dire qu'elle dit que ce ne sont pas les corps d'Agnès et des 4 enfants. Non mais Michel, quand vous suivez tous les faits divers comme ça, est-ce que quand on incinère les corps 6 jours après la découverte, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est le protocole habituel? Oui, c'est un protocole parce que Xavier Ronsin, le procureur, il ne faut pas dénaturer le travail de la police scientifique. Non mais pas du tout. Non mais je ne parle pas de toi, je parle de Christine, de Christine qui remet tout en cause. Les mecs qui font leur boulot, il y a la police, la gendarmerie, il y a le procureur Xavier Ronsin, il y a la police scientifique. Ils ont fait sérieusement leur boulot, c'est leur job de trouver la vérité. Ils ont fait des prélèvements. Laisse-moi terminer, Alain, s'il te plaît. Et l'ADN, si tu veux, ils sont 5. C'est Michel. Pardon Michel, excuse-moi. Mais il y a 3 ADN, c'est-à-dire que si c'est pas les corps, qui a été remplacé? Il y a 3 ADN. Il y a l'ADN d'Agnès au danger, il y a l'ADN de Arthur, qui est pas le fils de Xavier, donc son père s'appelle François, donc vous avez l'ADN de François et d'Agnès au danger. Et ensuite, vous avez 3 ADN de Thomas, d'Anne et de Benoît. C'est incontestable. Le fait que Christine remette ça en cause, c'est intolérable. On ne peut pas entendre ça. Ce sont vraiment les corps d'Agnès que tu as dit. Bien sûr, ce sont vraiment les corps d'Agnès et des enfants. On ne peut pas dire le contraire. Donc la mauvaise couleur de cheveux et la mauvaise taille, c'est pas vrai. C'est des corps, ils ont été dans la chaux. C'est-à-dire que Xavier, il a mis les corps dans la chaux, donc les corps sont... Voilà. Juste, 4e question, et celle-là, elle est très importante, parce que c'est vrai qu'on entend tout. C'est un truc de fou. Xavier Dupont de Ligonnès faisait-il des soirées libertines et on entend tout et n'importe quoi donc sur les enfants, sur la famille, on aimerait savoir la vérité. Benaïm. Allez, soirée libertine. T'es la spécialiste. Non, parce que ça me passionne cette affaire, mais c'est vrai qu'on a dit effectivement que Xavier Dupont de Ligonnès avait aussi des maîtresses, et notamment que dans sa fuite, il aurait été retrouvé une de ses fameuses maîtresses. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Non, mais Xavier, c'était pas un homme à femme, c'était pas ça son moteur. Son moteur, c'était de réussir, mais il n'a pas réussi. Mais il a contacté quelque temps avant les crimes ses anciennes maîtresses, mais pour revenir un peu dans qu'il n'avait pas vu depuis 20-25 ans. Mais c'est quoi ces histoires de soirées? Alors, le jour où il découvre sur Internet que Agnès a des rapports amoureux en vidéo avec un certain mec... C'est-à-dire des rapports de vidéo, des sextapes? Oui, des sextapes. Et là, il découvre que c'est Michel Rétif, son meilleur ami. C'est ouf. Et pour lui, c'est impossible. Il ne peut pas divorcer d'Agnès. Moi, je vais te dire, déjà, ce qui est chelou... Alors, donc, Xavier Dupont de Ligonnès, et je suis sûr que tous les téléspectateurs pensent comme moi, là. Xavier Dupont de Ligonnès, donc comment il découvre que sa femme est avec son meilleur ami? Comment ça se passe? Parce qu'elle n'a pas fermé son profil Facebook. D'accord. Et donc, elle avait des vidéos? Il y avait des vidéos de strip, enfin tu vois, des trucs un peu de sextape. Quoi. Alors, et donc, il voit ça, et il reste pote avec son meilleur ami qui lui a jamais dit. Oui, parce qu'il peut pas, il peut pas divorcer d'Agnès. Il sait très bien que depuis des années. Mais il peut ne plus parler à son pote. Désolé. Non, parce que si tu veux, il se dit, je suis incapable de rendre Agnès heureuse et je ne peux pas la quitter. Il ne veut pas divorcer parce qu'il ne peut pas payer une pension alimentaire. Et surtout, il ne veut pas faire comme son père. Son père s'est barré quand il était jeune. Il ne veut pas avoir la honte sur son nom, sur sa famille. Il veut rester avec Agnès. Mais comme Agnès n'a plus de plaisir avec Xavier, il se dit, écoute, Michel, c'est l'homme idéal, et ils vont se voir à 3, ils vont faire des plans dans des... Sauf que Xavier, il regarde et c'est la fin de la fin. Et on a entendu plus de choses, on a entendu plus que ça, Jacques Cardoz. Non, moi j'ai pas de... Alors, tu lèves la main, pourquoi? Non, parce que tout à l'heure, vous avez dit non, mais c'est là, à cette heure-ci, si on a des infos, on ne pose pas. Non. Ouais, je vous dis. Donc, c'est quoi, Jacques? Non. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui était troublant par rapport au fait qu'il serait l'élu. Donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette histoire de secte peut avoir un rapport avec sa disparition? Est-ce que c'est un scénario Alors, ta question, c'est en fait, est-ce qu'il a été exfiltré seul ou aidé?
la question se pose. Enfin, voilà. Mais pour en revenir à la secte, Xavier, son monde va s'écrouler en 95 parce qu'il va y avoir une grande réunion en Bretagne de tous les membres de la secte et Xavier lui va retrouver à Saint-Maxime Emmanuel Teneur et une dizaine de... Et pareil, ce couple... Alors, moi, je reviens sur les trucs. Benaïm, ce que tu me disais, apparemment, le couple aurait été accompagné de 3 amis et se serait rendu avec eux dans un club échangiste du côté de Limoges. Oui, non mais voilà, il y a eu plein de rumeurs sur une sorte de sexualité débridée qui serait à la fois matinée d'ésotérisme, de sectarisme, etc. Est-ce que tout ça c'est vrai ou pas? Non, en fait, il faut séparer les deux. C'est-à-dire que dès le moment où Xavier ne veut pas perdre Agnès, il accepte que Michel rétif, mais en même temps, moi je lui casserai la gueule, mais lui il ne le fait pas. Il se dit, il faut que je garde Michel comme ami. Et donc, ils vont faire des choses à 3. Ils vont aller... Mais ça va durer 6 mois. Et là, il paraît qu'ils sont avec 3 amis. Là. Il paraît qu'ils sont 3 amis là, en club échangiste. Ce qu'on a dit. Gilles, les infos là. Non, moi, je trouve que vous êtes un peu neutre sur la sexualité délirante, quoi. Il a le droit. C'est-à-dire que, oui, non, mais c'est pas un reproche. Je sais que le sexe, c'est pas le moteur de Xavier. Donc il fait ça pour garder Agnès, c'est pas des... Sauf que ce sexe-là peut être aussi le moteur de sa vengeance par rapport à sa femme. C'est ça aussi le truc. C'est psychologiquement, à un moment, c'est bien gentil d'offrir sa femme à son meilleur ami, mais à un moment, ça peut exacerber ses pulsions complètement déclarées. Le sexe est parfois un motif. Mais pourquoi tuer les 4 enfants? Ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi tuer les 4 enfants? Il y a bien un motif. Le mobile, on le sait. Il paraît, Bruno, vous allez me dire, je ne sais pas. Il paraîtrait qu'en tout cas, les enfants, les femmes, dans le cadre de cette secte, étaient assez offertes à plusieurs participants. Oui, mais si tu veux, Xavier, il parlait plus. Enfin, Xavier, il était fâché. Il n'avait plus de lien avec la secte 10 ans avant. Agnès était revenue à l'église catholique et Xavier essayait de réparer entre Véronique et Christine des rapports qui étaient terribles. Donc, si tu veux, Xavier, ces parties de sexe avec Agnès et Michel, elles n'ont rien à voir avec la secte. C'est juste quelqu'un qui essaie de sauver son couple et puis qui est vraiment au bout de sa vie. Parce que Xavier, c'est les derniers moments de sa vie où il a des dettes, des huissiers, il doit 50 000 francs à sa maîtresse Catherine. Il est au bout du bout, mais il a pris sa décision. Il sait qu'il va aller dans le mur, il sait qu'il va tuer toute sa famille. Quand il récupère la carabine de son père, il sait que ça va être l'arme du crime. Alors, sa sœur dit qu'il aurait fait tous ses achats avec sa carte bleue. Et elle dit voilà une preuve qu'il est innocent. Elle dit donc qu'il n'avait pas du tout prémédité son acte, qu'il est innocent. C'est ce qu'elle dit, sa sœur. Ça, c'est une des parties très intéressantes quand même. Alors, on voit ce qu'elle dit. On va voir ce qu'elle dit, sa sœur. Regardez. Or, dans les jours précédents, il a acheté une boîte de munitions, 22 longs rifles et un silencieux, des sacs de ciment, des sacs à gravats, une houe et une bêche, 4 sacs de chaux vives. Quand il achète tout ça, quelques jours avant la disparition, ça ne vous interroge pas, ça ne vous met pas le doute quand même? En fait, ce qui est très intriguant, c'est qu'on peut retourner la question. S'il a tué toute sa famille, pourquoi le fait-il tous ses achats avec sa carte bancaire? C'est quand même pas très malin. Et pourquoi il l'a acheté, la chaux vive? Alors, ce paradoxe, nous essayons justement de le résoudre. Et votre avis, c'est quoi? C'est qu'il jouait son rôle. Il jouait son rôle de suspect. C'est toujours la mise en scène. Il jouait le rôle de suspect. Insupportable, oui. Non, mais c'est intéressant parce que on voit. Pardon, je ne veux pas les heurter, mais quoi qu'on leur oppose, ils ont comme ils ont déjà leur idée, ils vont trouver en disant qu'il l'a fait exprès qu'on le repère pour dire que voilà, c'était fait exprès, quoi. Christine, elle est programmée depuis son enfance, donc elle peut pas dénigrer Xavier. Tu vois, pendant l'interview, elle parle tout le temps de Xavier, elle parle jamais d'Agnès et des 4 enfants. Parce qu'au fond, dans son subconscient, elle sait très bien qu'ils sont morts. Sinon, elle dirait la famille est partie. Elle parle jamais des enfants. Et donc, ça c'est pour moi, c'est une. Il était proche de sa sœur, Xavier Dupont de Ligonnès. Ah oui, il adorait. Il était très famille, Xavier. Donc, elle dit pas des bêtises, même sa sœur. C'est bizarre que tout le monde dise aujourd'hui qu'elle dit des bêtises. Cyril, quand Xavier, il achète quand Xavier, il a la vanne de l'Orif de son père, il va dans 2 armeries pour chercher un silencieux. Un silencieux, ça ne sert à rien sur une vanne de l'Orif. C'est pas une Kalachnikov, c'est pas un Glock, donc ça ne sert à rien. Mais pourquoi il achète un silencieux? Parce qu'il sait déjà qu'il va en avoir besoin pour mettre en exécution ses crimes. Sa sœur, elle dit qu'elle s'entendait très bien avec lui, mais qu'il y avait des zones d'ombre qu'elle ne comprenait pas, une double casquette. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle pense qu'il était agent secret ou dans les renseignements. Agent secret, un truc comme ça, c'est ça. Oui, il y a la lettre, il y a plein d'éléments. Lui, il dit je vais partir en Australie, mais pour elle, il a été exfiltré, il travaillait pour effectivement l'agence antidrogue américaine. Il y avait les informations comme quoi, en fait, il allait dans des discothèques
pour traquer du blanchiment d'argent. Donc c'est ça qui a beaucoup servi. C'est quand même plus simple quand tu es une sœur d'imaginer que ton frère est un agent secret que de te dire mon frère est un tueur. Oui, mais là on essaie de parler de ce qu'elle a dit. Oui, non, mais c'est pour... Et elle dit que donc il joue son rôle de suspect et que tout ça est une mise en scène organisée par les policiers pour faire disparaître et mettre en sécurité la famille. Tout ça c'est du bidon. Elle se dit je ne sais pas ce que Xavier faisait pendant... Xavier il était sur la route toute l'année. Et parfois, il errait pendant des heures dans les hôtels, il essayait de vendre ses cartes. Et la carte bancaire, c'est stupide. Si vous avez prévu de disparaître, vous achetez avec votre carte bancaire qui vous identifie. Donc ça casse complètement. Attendez. Oui. Ce que je pense pour cette carte bancaire, ça accrédite pour moi la thèse du suicide, c'est qu'il n'en a rien à faire. Oui. Il va tuer sa femme, ses gosses, il sait qu'il va se foutre en l'air. Le temps qu'on fasse les remontées de la trace de la carte bleue. Et pourquoi il écrit une lettre en disant je pars en Australie? Et pourquoi il s'est servi de la chaux s'il s'en fout? Il a retardé au maximum la découverte des corps. Cyril, la question c'est pourquoi il enterre les corps? Parce qu'il pense qu'on ne va jamais les retrouver. Bien sûr. Et qu'il va mettre le plus de distance entre lui et la police. Quand tu parlais avec les gendarmes et les flics, quand un mec tue sa famille, fait un crime altruiste, généralement il se tue après. Exactement. Le mec il se tue après. Moi je suis complètement d'accord avec Bruno. C'est le seul point où je suis d'accord avec Christine. Pourquoi il a pris la carte? Parce qu'il pensait qu'il avait énormément de temps. Il s'est dit pour l'instant j'ai le temps et puis au bout d'un moment je ne vais plus la prendre. Mais il avait du temps parce qu'il se disait ils vont pas retrouver les corps. Et puis il doit rendre la maison, donc il doit faire des travaux dans la maison. Sauf que quand le commissaire et Roncin, le procureur, vont avoir les cartes bleues, vont se dire de la chaux, de la corde, des sacs plastiques 100 litres. Ils savent de quoi ça parle. Et ils vont faire une perquisition. Xavier a un sentiment de surpuissance. Par ailleurs, et Bruno le confirmera, pour invalider, si je puis dire, la thèse du suicide, il y a quand même 2015 en Californie, il est vu par quelqu'un. Et là, il est vraiment vu par quelqu'un qui le reconnaît, qui est certain que c'est lui. Donc ça, c'est je dirais, la seule trace tangible, vous êtes d'accord Bruno, la seule trace tangible de Xavier de Ligonnès aux États-Unis en 2015. Pour vous, est-ce qu'il est toujours vivant? Bah moi oui, c'est à 100%. Pour vous non? Là, je suis d'accord avec Christine. Moi, je pense moi, je suis plus du fond. Moi aussi. Il est vivant et bien vivant. Et on le retrouvera, bien sûr. Mais ce qui est fou dans cette écriture à quatre mains du livre, c'est que la sœur, ok, bon, c'est sa sœur, comme l'a dit très, très justement tout à l'heure Valérie, c'est son frère, elle le défend, elle est sous emprise et tout ça. Mais c'est que son mari, Bertram, au départ, il est persuadé de la culpabilité et au fur et à mesure, il a étudié le dossier, dit-il. Et là, au fur et à mesure des contradictions dans le dossier, ce qu'ils expliquent dans le bouquin, en fait, il n'y croit plus aujourd'hui et il croit à la version de la sœur. Bertram, il est sous l'emprise de Christine. Ah, donc tout le monde est sous l'emprise, en fait. Exactement, mais il faut savoir une chose, c'est que Christine, elle a 58 ans, elle vit depuis 58 ans dans la même maison à Versailles avec sa mère. Elle s'occupe de sa mère. Ils sont un peu éclairés à la bougie. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de télé. Elle n'a aucune vie sociale. Toute sa vie, toute sa vie, c'est. Et Bertram est arrivé longtemps après parce qu'il est de 73 ou 74, donc il est beaucoup plus jeune qu'elle. Mais Christine, finalement, c'est une petite fille. Elle est restée. Je pense qu'elle a une immaturité émotionnelle et que son frère, c'est son Dieu vivant. Elle peut pas dire qu'il est un assassin, si tu veux. Excuse-moi, mais moi je l'ai trouvée quand même très convaincante et elle avait des arguments. Il y a des zones de flou et elle répond à toutes les questions. Je suis désolée, elle n'est pas juste une fille. Pour personne, Xavier Dupont de Ligonnès est innocent ici. Il n'y a que pour sa sœur. Ce qui est frappant, c'est que vous dites un peu la même chose en réalité. Parce que pour toi, il est vivant. Et simplement, il mène une vie. Voilà, et eux disent un peu la même chose. Sauf qu'ils disent que c'est sous une couverture de renseignement. Mais finalement, c'est le même scénario. Lui, il dit qu'il l'a tué et elle dit qu'il ne l'a pas tué. Oui, mais dans les deux cas, vous considérez qu'il est vivant. Alors, mais il nous regarde même, je pense. Moi, je pense qu'il nous regarde. Non, c'est rien. Vous pensez qu'il est où? Moi, je pense qu'il est aux États-Unis. C'est un pays qu'il a visité 30 fois. Il sait exactement comment se débrouiller. Il ne faut pas croire qu'il est parti sans argent. Il a vidé tous les comptes. Et surtout, Xavier, il a une capacité de séduction qu'on oublie. Parce que vous avez vu des photos, mais vous ne l'avez jamais vu en vrai. C'est un type intelligent, c'est un type malin, manipulateur. Donc, qu'il soit en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, il peut tout à fait séduire une femme, une famille, refaire sa vie. Ouais. Alors, comment il fait le soir avec sa conscience quand il se rase ou quand il se lave les dents? Parce qu'il aimait ses enfants. C'est ça qui est terrible. Mais tôt ou tard, on le trouvera. Pour vous? Moi, je pense objectivement, de ce que je connais de ce dossier, et j'ai beaucoup lu là-dessus, il s'est suicidé. Non. Mais pourquoi on n'a pas trouvé le corps dans ce cas-là? Non, mais les dernières images qu'on a de lui... Non, mais Cyril, on peut ne pas être d'accord. Je t'adore, Michel, pas toi, pas comme ça. Non, mais Michel, c'est dingue, parce que Michel, il a des infos quand même. Bien sûr. C'est pas des mots.
il y a quand même tout un tas d'éléments qui laissent à penser qu'il a pu se suicider. La dernière image qu'on a de lui, c'est la vidéosurveillance sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence. Il part avec un espèce de sac en bandoulière qui ressemble à un fusil. Et il laisse sa voiture sur le parking, il abandonne sa voiture. Il va où? C'est son plan. Il sait qu'il est filmé, Michel. Merci d'avoir été avec nous. Bruno de Stamerette, La jeunesse du monde aussi, à lire le roman de Bruno, qui est excellent, Bruno. Et merci, Michel. Michel, on va enquêter ensemble, t'inquiète pas, Bruno. Tout de suite, c'est commissaire Magellan. Je vous embrasse.